Mes parents m'ont mise à la porte le jour de mes 18 ans, sans un sou. 10 ans plus tard, alors que j'avais enfin construit ma propre vie, une vie calme et stable à Nantes, ils m'ont rappelé. Pas pour s'excuser. Pas pour prendre des nouvelles. Pour m'annoncer une chose incroyable. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était un mardi soir, je venais de rentrer du travail. Mon petit appartement dans le quartier Talensac était mon sanctuaire. La seule lumière était celle de ma lampe de lecture, et le seul bruit, le ronronnement de mon chat, Félix, blotti contre moi. J'avais un thé chaud, un bon livre. J'étais en paix. Une paix que j'avais mis 10 ans à construire, brique par brique, sur les ruines de l'enfance qu'ils avaient incendiées. Et puis, mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. J'ai hésité. J'ai toujours une boule d'angoisse quand je ne reconnais pas un numéro. Mais pour une raison que j'ignore, j'ai décroché. Un silence. Puis, Léonie. C'est maman. Sa voix. Martine. Une voix que je n'avais pas entendue depuis une décennie, mais qui a fait remonter en moi une bile acide, un mélange de peur et de colère. Qu'est-ce que tu veux? Ma voix était plus dure que je ne l'aurais cru. Oh, ne sois pas comme ça, ma chérie, a-t-elle roucoulé, avec ce ton mielleux qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Bref, ton père et moi, on a eu quelques soucis. On a dû vendre la maison de La Rochelle. Je n'ai rien dit. La maison de La Rochelle, leur fierté, leur symbole de réussite sociale, achetée juste après m'avoir jeté dehors. Elle a continué, impatiente, le fait est qu'on n'a nulle part où aller. Alors on a pensé, on va emménager dans ton appartement à Nantes. Juste le temps de se retourner. J'ai cru m'étouffer avec mon propre souffle. Emménager chez moi? C'est hors de question. Non. Et puis, elle a ri. Un petit rire sec, arrogant. Le même rire qu'elle avait quand je tombais de vélo étant petite. Ne sois pas ridicule, Léonie. On ne te demande pas ton avis. On t'informe. On a déjà pris nos billets. On arrive demain. Ne venez pas, ai-je dit, ma voix tremblant de rage. Je ne vous ouvrirai pas la porte. Oh, chérie, a-t-elle ricané, on va tout simplement débarquer. On verra bien. À demain. Elle a raccroché. Le lendemain, ils sont arrivés, exactement comme elle l'avait dit. Ils étaient là, sur mon palier, avec leurs valises. Mais quand la porte s'est ouverte, la personne qui leur faisait face n'était pas celle qu'ils attendaient. Et leurs visages, autrefois si arrogants, se sont décomposés. Avant de vous raconter qui a ouvert cette porte, et de vous plonger dans toute cette histoire folle, de la manipulation au harcèlement, jusqu'à l'affrontement final, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous suivez cette histoire. Quelle heure est-il chez vous en ce moment? J'adore lire vos messages et voir jusqu'où mes récits voyagent. Allez, maintenant que vous êtes bien installés, je vous emmène 10 ans en arrière. Je vous emmène au jour où tout a commencé. Le jour de mes 18 ans. Un jour sans gâteau, sans cadeau. Juste le son de mes valises heurtant le béton. Le jour de mon 18e anniversaire. Je m'en souviens avec une clarté terrifiante. Il n'y a pas eu de « joyeux anniversaire ». Quand je suis descendue pour le petit déjeuner, il y avait 2 valises près de la porte d'entrée. Mes valises. Mon père, Didier, se tenait dans l'encadrement de la cuisine. C'est un homme imposant, dont la simple présence a toujours suffi à glacer l'atmosphère d'une pièce. Il avait les bras croisés, le visage fermé. Ma mère, Martine, se tenait légèrement en retrait, comme toujours. Elle avait cette expression que je connaissais si bien, un mélange de pitié feinte et de satisfaction cruelle. Léonie, a commencé mon père, d'une voix qui ne laissait place à aucune discussion. Tu as 18 ans aujourd'hui. Tu es majeur. Il est temps que tu apprennes ce qu'est la vraie vie. J'ai cherché le regard de ma mère. Un signe, un mot, n'importe quoi. Elle a détourné les yeux. Ton père a raison, ma chérie. C'est pour ton bien. C'est une leçon de vie. Une leçon de vie. J'étais en terminale. J'étais à quelques mois de mon baccalauréat. Je n'avais pas d'économie.
Je n'avais pas de permis de conduire. Je n'avais nulle part où aller. Mais, mes examens, ai-je balbutié, sentant les larmes monter. Je ne peux pas. Les examens, c'est ton problème, a grogné Didier. Les gens intelligents s'en sortent. Les faibles se plaignent. Décide de ce que tu veux être. Il s'est approché, a ouvert la porte d'entrée, a saisi mes valises et les a jetées sur le trottoir. Le bruit sourd du plastique heurtant le béton. C'est le son de ma vie qui se brise. Vous ne pouvez pas faire ça, ai-je pleuré. Je viens de le faire, a-t-il répondu. Et il a refermé la porte. Cette nuit-là, je l'ai passée dans un foyer pour jeunes sans-abri. Je m'en souviens encore. Je me souviens de l'odeur. Une odeur de désinfectant, de soupe aux choux trop cuite, et une odeur plus profonde, l'odeur de la tristesse et de la peur. J'étais terrifiée. J'ai utilisé un téléphone public dans le foyer pour les appeler. Je ne sais même pas pourquoi. J'étais stupide. J'espérais encore quelque chose. Ma mère, Martine, a décroché. Maman, ai-je sangloté, je suis dans un foyer. J'ai peur. S'il te plaît. Il y a eu un long soupir à l'autre bout du fil. Un soupir d'exaspération. Léonie, arrête de te plaindre. Tu as voulu être une adulte, non? Assume. Ne me dérange pas avec tes problèmes. Elle a raccroché. J'ai trouvé un petit boulot de serveuse. Les pourboires me permettaient de manger. J'ai dormi sur les canapés de quelques amis, me sentant toujours comme un fardeau, toujours sur le point d'être à nouveau mise à la porte. J'ai réussi à passer mon bac, je ne sais toujours pas comment. J'ai compris cette nuit-là, au foyer, que j'étais seule. Je n'avais pas de famille. Si je voulais survivre, je devais me battre. Et si je voulais me battre, je devais devenir quelqu'un de dur. Quelqu'un que même moi, je ne reconnaîtrais pas. Les 10 années qui ont suivi ont été un brouillard de survie. J'ai quitté la petite ville de banlieue où j'avais grandi. J'ai déménagé à Nantes, une ville où personne ne me connaissait, où je n'étais pas la fille qui s'est fait jeter. J'ai cumulé les emplois. 2, parfois 3 en même temps. J'ai nettoyé des bureaux à 5 heures du matin avant de commencer un poste de réceptionniste. J'ai travaillé de nuit dans des hôtels pour pouvoir suivre des cours du soir en gestion et en administration. Chaque euro que j'économisais n'était pas pour m'acheter de jolies choses. C'était une brique. Une brique de plus pour le mur que je construisais autour de moi. Un mur pour me protéger du monde. Ces 10 années n'ont pas seulement construit ma carrière. Elles ont sculpté ma personnalité. Elles ont gravé la méfiance dans mon ADN. Bien sûr, j'ai essayé d'avoir une vie. J'ai essayé de sortir, de rencontrer des gens. Je me souviens d'un homme, il y a quelques années. Il était gentil. Patient. Il travaillait dans l'informatique, il avait un rire doux et il aimait les randonnées. Un soir, il m'a regardé avec une tendresse que je n'avais jamais connue et il a dit, « Je crois que je tombe amoureux de toi. » J'ai fui. Je lui ai dit que je n'étais pas prête, que c'était trop rapide. La vérité, c'est que j'étais terrifiée. Comment faire confiance à ces mots? Comment croire à l'amour, quand les 2 personnes qui étaient censées m'aimer inconditionnellement m'avaient jeté comme une ordure? J'ai repoussé cet homme bien. Mon phare de sécurité n'avait pas de place pour 2. Alors je me suis concentrée sur ce que je pouvais contrôler. Mon travail. Et j'ai réussi. Petit à petit, j'ai gravi les échelons. De réceptionniste, je suis passée à assistante, puis à responsable de bureau. Aujourd'hui, à 28 ans, j'étais fière d'être responsable administrative dans une entreprise de logistique à Nantes. Et le plus beau jour de ma vie d'adulte a été celui où j'ai signé le bail de cet appartement dans le quartier Talensac. Un petit 2 pièces, rien d'extraordinaire, mais c'était le mien. Mon sanctuaire. J'ai adopté Félix dans un refuge. Un petit chat noir et blanc qui avait été abandonné, lui aussi. Nous nous étions trouvés. Ma vie était calme. Prévisible. Sûre. Et c'est cette paix qu'ils ont décidé de faire exploser ce mardi soir. La voix de ma mère au téléphone. Cette voix mielleuse. Oh, on a eu des problèmes d'argent, ton père a fait de mauvais placements. Mensonge.
Je savais qu'ils vivaient au-dessus de leurs moyens depuis des années. Puis le mensonge ultime, ton père et moi, on pense souvent à toi, tu sais. Si vous pensiez à moi, c'était en dormant, et encore. Et enfin, la bombe. On a vendu la maison. On n'a nulle part où aller. On emménage chez toi. L'audace. L'arrogance. Pas, pouvons-nous, mais, nous allons. Non, ai-je répété, ma voix se raffermissant. C'est ma maison. Vous n'êtes pas les bienvenus. Et c'est là qu'elle a ri. Comme tu es naïve, Léonie. Ce n'est pas ta maison. C'est notre fonds de pension. Elle a raccroché. J'ai regardé mon téléphone, abasourdi. Je savais qu'il viendrait. La question n'était pas si, mais quand. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Mon sanctuaire était devenu une cage. Félix sentait ma tension, il ne me quittait pas d'une semelle. Chaque bruit dans le couloir me faisait sursauter. La panique menaçait de m'engloutir. Ils allaient venir. Ils allaient se tenir sur mon palier et ils allaient faire une scène. Ils allaient détruire la paix que j'avais si durement gagnée. À 3 heures du matin, au milieu d'une crise d'angoisse, j'ai fait la seule chose à laquelle je pouvais penser. J'ai composé un numéro que je n'avais pas appelé depuis des années. Allô? Une voix endormie, mais forte. Tante Odette? C'est Léonie. J'ai besoin d'aide. Ma tante Odette est la sœur cadette de ma mère. Elle vit à Tours. Elle est tout ce que ma mère n'est pas, franche, honnête, travailleuse et incroyablement bienveillante. Elle a coupé les ponts avec Martine et Didier il y a 15 ans, fatiguée de leur superficialité et de leur méchanceté. Je lui ai tout raconté, d'une voix tremblante. L'appel. La menace. Ils arrivent demain. Il y a eu un silence. Puis j'ai entendu un juron. La salope. Elle n'a pas changé. Puis, sa voix est devenue déterminée. Écoute-moi, Léonie. Ne bouge pas. Je prends le premier train de Tours demain matin. De Tours à Nantes, c'est 2 heures, grand maximum. Je serai là avant 10 heures. Ne leur ouvre pas. Tu m'entends? N'ouvre à personne avant moi. J'ai pleuré de soulagement. J'ai pris un jour de congé, prétextant une urgence. J'ai attendu, le cœur battant. À 9h45, on a sonné. J'ai couru au Judas. C'était elle. Tante Odette, petite, trapue, avec une énergie qui remplissait le couloir. Je lui ai ouvert, elle m'a prise dans ses bras. Ça va aller, ma puce. On va gérer ces 2 parasites. À 11h précises, la sonnette a de nouveau retenti. C'était le moment du hook. J'ai regardé dans le Judas. Didier et Martine. L'air fatigué du voyage, mais avec cette expression triomphante et arrogante que je connaissais si bien. Je n'ai pas bougé. Ma tante Odette m'a doucement poussé derrière elle. Laisse-moi faire. Elle s'est plantée devant la porte et l'a ouverte d'un coup sec. Leur visage. C'était magnifique. L'arrogance triomphante s'est figée. Puis la confusion. Puis la pure rage. Odette, a craché ma mère. Qu'est-ce que tu fiches ici? Je viens m'assurer que vous ne terrorisiez pas ma nièce, Martine, a répondu ma tante d'une voix calme mais tranchante comme l'acier. Vous n'avez donc aucune honte? De quoi tu te mêles, a hurlé ma mère. C'est une affaire de famille. C'est notre fille. Vous avez perdu le droit de l'appeler votre fille le jour où vous l'avez jetée à la rue comme un sac poubelle, a tonné ma tante Odette. Le ton est monté sur le palier. Une voisine a ouvert sa porte, curieuse. Didier, mon père, qui a toujours eu horreur du scandale public, est devenu blême. Il déteste avoir l'air pauvre ou désespéré. Laissez-nous entrer, Léonie, a-t-il tenté de gronder, par-dessus l'épaule de ma tante. J'ai trouvé ma voix. Elle tremblait, mais elle était là. Non. Vous m'avez abandonné pendant 10 ans. Vous n'avez pas de droit ici. Partez. Ma tante Odette a ajouté, si vous ne partez pas d'ici dans les 30 secondes, j'appelle la police pour tentative d'intrusion. Didier a attrapé le bras de Martine. Laisse tomber, on s'en va. Mais avant de partir,
ma mère s'est tournée vers moi. Son visage était déformé par la haine. Tu le regretteras, Léonie, a-t-elle sifflé. Tu le regretteras, espèce de petite chienne ingrate. Ils sont partis en traînant leurs valises. C'était ma première victoire. Une victoire remportée par ma tante, mais une victoire quand même. J'ai fermé la porte, tremblante. Et je vous pose la question, si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous cédé pour éviter le scandale? Auriez-vous laissé entrer ses parents toxiques? Ou vous seriez-vous battu, comme moi? Dites-le moi dans les commentaires. Ma tante m'avait sauvé ce jour-là. Mais elle ne pouvait pas rester éternellement. Et je ne savais pas, à ce moment-là, que j'avais seulement gagné la première bataille. Il venait de déclarer une guerre totale. Ma tante Odette est restée quelques jours, le temps que je reprenne mes esprits. Sa présence était un baume. Nous avons parlé pendant des heures. Elle m'a confirmé ce que je soupçonnais, Didier et Martine avaient vécu bien au-dessus de leurs moyens. Leur retraite anticipée à La Rochelle n'était qu'une façade. Ils avaient contracté des dettes pour impressionner les gens, achetant un bateau qu'ils ne pouvaient pas se permettre, rejoignant un club de yacht pour se pavaner. La vente de la maison avait à peine couvert les créanciers. Ils étaient ruinés. Ne leur fais jamais confiance, Léonie, m'a-t-elle dit avant de repartir pour Tours. Ce sont des vampires émotionnels et financiers. Verrouille ta porte et ton cœur. Elle est partie, et le silence est retombé sur mon appartement. Mais ce n'était plus un silence de paix. C'était un silence lourd de menaces. Et l'attaque a commencé. Subtilement, d'abord. Mon téléphone s'est mis à sonner. Des numéros que je ne connaissais pas. Des oncles, des tantes, des cousins que je n'avais pas vus depuis la communion de l'un d'entre eux, 10 ans plus tôt. Le discours était toujours le même. Léonie? C'est ton oncle Robert. J'ai appris, écoute, c'est ta mère. Comment peux-tu être si sans cœur? Léonie, c'est ta cousine Janine. Ta mère est en larmes. Tu laisses tes propres parents dormir dans un Formule 1 miteux au bord de l'autoroute? Après tout ce qu'ils ont fait pour toi? Tout ce qu'ils ont fait pour moi? M'abandonner? J'ai essayé de me défendre. J'ai essayé d'expliquer la vérité. Mais c'était inutile. Ma mère, Martine, avait fait son travail de sape. Elle les avait appelés un par un, en pleurs, leur racontant une version entièrement fabriquée de l'histoire. Une histoire où j'étais la méchante, la fille riche et égoïste qui vivait dans le luxe à Nantes, tandis que ses pauvres parents, victimes d'un mauvais coup du sort, étaient à la rue. J'ai fini par arrêter de répondre. Chaque appel était un coup de poignard. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Puisqu'ils ne pouvaient pas m'atteindre par la famille, ils ont décidé de s'attaquer à ma vie professionnelle. Un après-midi, alors que j'étais à mon bureau, j'ai reçu un appel de la réception. Léonie, il y a une dame qui te demande à l'accueil. Elle dit qu'elle est ta mère. Elle a l'air très en colère. Mon sang s'est glacé. J'ai dévalé les escaliers. Elle était là. Au milieu du hall d'entrée de mon entreprise. Ma mère, Martine, en train de faire une scène. Je veux voir ma fille, hurlait-elle à l'agent de sécurité. Elle a volé notre argent. Elle nous laisse mourir de faim. C'est un monstre. Des collègues s'étaient arrêtés, regardant la scène, mi-amusés, mi-choqués. J'ai senti le rouge me monter au visage. Une humiliation si profonde que j'ai cru que j'allais être malade. L'agent de sécurité s'est approché d'elle. Madame, vous ne pouvez pas rester ici. Vous devez partir. Je ne partirai pas tant que je n'aurai pas vu cette sorcière. J'ai dû me cacher derrière un pilier, attendant qu'il la fasse sortir. J'ai dû remonter à mon bureau en passant par l'escalier de service, les larmes de rage et de honte coulant sur mes joues. Toute l'après-midi, les gens m'ont regardé bizarrement. Les chuchotements ont commencé. M'humilier devant ma famille était une chose. M'humilier à mon travail, mon sanctuaire professionnel, en était une autre. Mais je ne savais pas encore qu'ils n'avaient fait que commencer. Quand ils ont décidé d'attaquer ma patronne elle-même, j'ai compris qu'ils n'essayaient plus seulement de m'intimider. Ils essayaient de me couper les vivres. Le lendemain de l'incident dans le hall,
l'atmosphère au bureau était pesante. Les gens m'évitaient, ou pire, me regardaient avec cette pitié condescendante que je déteste plus que tout. À 10 heures, l'email est tombé. Léonie, pouvez-vous venir dans mon bureau? Madame Girard. Madame Girard était ma patronne. Une femme d'une cinquantaine d'années, toujours impeccablement habillée, professionnelle, directe, et qui n'aimait pas les complications. Je l'estimais énormément. Je suis entrée dans son bureau, l'estomac noué. Elle ne m'a pas regardée. Elle fixait son écran d'ordinateur. Elle avait l'air fatiguée et sérieusement agacée. Asseyez-vous, Léonie. Je me suis assise. J'ai reçu un appel ce matin, a-t-elle commencé, sa voix neutre, professionnelle. Un appel très dérangeant. D'une femme qui prétendait être votre mère. J'ai fermé les yeux. Madame Girard, Elle a levé la main. Laissez-moi finir. Cette femme m'a raconté une histoire incroyable. Que vous étiez psychologiquement instable. Qu'il ne fallait pas me faire confiance. Elle a insinué que vous aviez des problèmes de dépendance et que vous étiez un danger pour la confidentialité des dossiers de l'entreprise. Chaque mot était un coup de poignard. J'ai senti les larmes monter, mais je les ai ravalées. Pas de faiblesse. Madame Girard, ai-je dit d'une voix que j'espérais plus ferme qu'elle ne l'était. C'est un tissu de mensonges. Ma mère, mes parents, tentent de me détruire. Elle m'a enfin regardé. Son regard était scrutateur. Écoutez, Léonie. Je ne crois pas à ces bêtises. Votre travail est impeccable. Vous êtes l'une de mes meilleures employées. C'est pour cela que je vous ai promue. J'ai senti une vague de soulagement. Mais, le mais fatal. Mais, l'incident d'hier dans le hall, que la sécurité m'a rapporté, plus cet appel ce matin, cela me crée des problèmes. Des problèmes avec les ressources humaines. Je dirige une entreprise, Léonie, pas un centre social. Je ne peux pas laisser les drames de votre famille impacter l'entreprise et la morale de l'équipe. La panique est revenue. Je suis désolée, Je vous crois quand vous dites que ce sont des mensonges, a-t-elle continué. J'ai moi-même une famille, compliquée. Je sais ce que c'est. Mais je ne peux pas vous protéger si vous ne vous protégez pas vous-même. Elle a ouvert un tiroir et en a sorti une carte de visite. C'est Maître Lefort. C'est l'avocat de l'entreprise. C'est aussi un excellent avocat en droit de la famille. Allez le voir. Racontez-lui tout. Elle s'est penchée vers moi. Je veux être claire, Léonie. Je vous soutiens. Mais vous devez régler cette situation. Faites ce qu'il faut. Obtenez une ordonnance restrictive, une injonction, je ne sais pas. Mais faites-le vite. Parce que je ne pourrai pas continuer à bloquer les RH très longtemps. Je suis sortie de son bureau avec la carte de Maître Lefort dans ma main moite. Je n'avais pas seulement une alliée. J'avais un avertissement. J'étais sur la sellette. Ma vie professionnelle, mon indépendance, tout ce pourquoi j'avais lutté pendant 10 ans, tenait à un fil. J'avais sous-estimé leur cruauté. Et je n'avais pas encore compris jusqu'où leur perversité pouvait aller. Leur prochaine attaque n'allait pas viser ma carrière. Elle allait viser la seule créature innocente dans toute cette histoire. Je suis rentrée chez moi ce soir-là, épuisée, terrifiée à l'idée de perdre mon travail. J'ai pris rendez-vous avec Maître Lefort pour le lendemain. Tout ce que je voulais, c'était m'enfermer, serrer Félix contre moi et oublier. Mais en arrivant devant ma porte, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Un pressentiment. J'ai inséré ma clé dans la serrure. Elle a tourné dans le vide. La porte n'était pas verrouillée. Mon sang s'est glacé. J'ai la manie de vérifier ma porte 2 fois. Toujours. C'est un réflexe de survie que j'ai développé en 10 ans de vie solitaire. Ma porte était toujours verrouillée. Félix, ai-je appelé, en poussant doucement la porte. Silence. Normalement, il m'accueille en miaulant, se frottant contre mes jambes. Silence. L'appartement semblait vide. Pas de désordre. Rien de volé. Mais l'air était froid. Vicié. Comme si quelque chose de sale avait envahi mon sanctuaire.
Félix. J'ai commencé à paniquer, ma voix montant d'une octave. J'ai cherché partout. Sous le lit. Dans les placards. Dans la salle de bain. Rien. Il avait disparu. Mon esprit a commencé à imaginer le pire. Et puis, je l'ai vu. Sur la table basse, bien en évidence. Une feuille de papier blanc pliée. Ce n'était pas mon papier. Les mains tremblantes, je l'ai déplié. Il n'y avait que quelques mots, écrits en lettres capitales maladroites. Un si joli chat. Ce serait dommage s'il tombait par la fenêtre. Une rage. Une rage pure, froide, a chassé la peur. Ils étaient entrés. Ils avaient violé mon intimité. Ils avaient touché à mon chat. J'ai attrapé mon téléphone pour appeler la police, mais c'est à ce moment-là que j'ai entendu un miaulement. Faible, terrifié. Il ne venait pas de l'intérieur. Il venait de l'extérieur. J'ai couru vers la fenêtre de ma chambre. Je vivais au 2e étage. Mon cœur a manqué un battement. Il était là. Dehors. Sur le rebord étroit de la fenêtre. Accroupi, tremblant de tous ses membres, terrifié par le vide. Ils n'avaient pas volé Félix. Ils ne l'avaient pas jeté. Ils avaient fait pire. Ils l'avaient enfermé dehors, sur ce rebord minuscule, dans le froid, le laissant à 1 centimètre de la mort, à une glissade de la faim. Oh mon Dieu, Félix, non, non, non. J'ai ouvert la fenêtre aussi doucement que possible, en parlant d'une voix calme, alors que tout en moi hurlait. Viens, mon bébé. Viens, c'est maman. Il était paralysé par la peur. J'ai dû me pencher au-dessus du vide, risquant ma propre chute, pour l'attraper d'un coup sec et le ramener à l'intérieur. Dès qu'il a été dans mes bras, il s'est agrippé à moi, toute griffe dehors, son petit corps secoué de spasmes. Et là, j'ai craqué. Je me suis assise par terre, serrant mon chat contre moi, et j'ai pleuré. Des larmes de soulagement, de dégoût, mais surtout de fureur. La peur que je portais en moi depuis 10 ans, la peur de l'enfant abandonné, venait de mourir. Elle était remplacée par quelque chose de nouveau. Quelque chose de froid, de dur et de tranchant comme de l'acier. C'était l'acte de trop. Cette nuit-là, je n'ai pas seulement appelé un serrurier pour changer toutes mes serrures avec un modèle de haute sécurité. J'ai commandé 3 caméras de sécurité en ligne. Une pour mon palier, 2 pour l'intérieur de mon appartement. Ils avaient voulu me faire peur. Ils venaient de créer un ennemi. J'étais prête. J'avais des caméras. Je ne savais pas que ces caméras allaient bientôt capturer une scène qui dépasserait tout ce que j'avais pu imaginer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Le lendemain, j'ai rencontré Maître Lefort. J'étais changée. La femme terrifiée de la veille avait laissé place à une femme en colère. Je lui ai tout raconté. L'expulsion à 18 ans, le harcèlement téléphonique, l'esclandre au bureau, l'appel à ma patronne, et l'incident de la veille avec Félix. J'ai montré la note. Son visage, d'abord professionnel, est devenu grave. Léonie, ce n'est plus une simple dispute de famille. C'est du harcèlement caractérisé, de la violation de propriété privée et de la cruauté envers un animal. Le problème, comme toujours, c'est la preuve. Pour l'instant, c'est votre parole contre la leur. J'ai installé des caméras, ai-je dit froidement. Une sur mon palier, 2 à l'intérieur. Un léger sourire a éclairé le visage de l'avocat. Bien. Très bien. Maintenant, on attend. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Une semaine plus tard. J'étais en pleine réunion avec l'équipe logistique. Nous parlions des expéditions pour Noël. Mon téléphone, posé sur la table de réunion, a vibré. Une notification de mon application de sécurité. Mouvement détecté, porte d'entrée. Mon cœur s'est arrêté. J'ai essayé de rester calme. J'ai fait signe que je devais prendre un appel urgent. J'ai quitté la salle. Dans le couloir, les mains tremblantes, j'ai ouvert l'application. Et je les ai vus. En direct,
sur mon palier. Mes parents. Didier et Martine. Mais ils n'étaient pas seuls. Un homme se tenait avec eux, une grosse boîte à outils à la main. Un serrurier. Martine lui parlait, avec de grands gestes, le visage déformé par une fausse tristesse. Didier se tenait derrière, impatient, donnant des ordres. J'ai compris leur plan avec une clarté effroyable. Ils allaient faire changer la serrure. Prétendre qu'ils étaient les propriétaires, que leur fille, instable, les avait enfermés dehors. La rage a submergé la peur. J'ai couru aux toilettes. J'ai fait 2 choses simultanément. D'une main, j'ai composé le 17, la police. Allô? Police secours. Il y a une tentative d'effraction en cours à mon domicile. J'ai les intrus sur une caméra en direct. Ils sont avec un serrurier et tentent de forcer ma porte. J'ai donné l'adresse. De l'autre main, j'ai activé la fonction haut-parleur de ma caméra de palier. Ma voix, métallique et déformée, a retenti dans le couloir de mon immeuble, partez immédiatement. Ceci est une propriété privée. La police a été appelée et est en route. Sur mon écran, j'ai vu le serrurier faire un bond d'1 mètre en arrière, lâchant sa perceuse. Il était terrifié. Martine s'est retournée, furieuse, cherchant la caméra. Léonie, tu es folle. C'est notre maison. Laisse-nous entrer. C'est audio. Je l'avais. La preuve. Elle venait de l'admettre. Didier s'est approché du serrurier, menaçant. Faites votre travail. On vous paie. Le serrurier hésitait, visiblement mal à l'aise. Et c'est à ce moment précis que les portes de l'ascenseur au bout du couloir se sont ouvertes. 2 policiers en sont sortis. La scène qui a suivi était surréaliste. Le serrurier a levé les mains en l'air. Je vous jure, ils m'ont dit qu'ils étaient les propriétaires. Les policiers se sont approchés de mes parents. Didier a tenté de les embobiner avec son air d'homme respectable. Martine a commencé à pleurer sur commande. Mais l'un des policiers parlait dans sa radio, confirmant mon appel et mon identité. Et puis, j'ai vu l'incroyable. J'ai vu les policiers sortir les menottes. Martine est passée des larmes de crocodile aux hurlements de furie. Vous n'avez pas le droit. Nous sommes ses parents. Le policier, d'un calme olympien, lui a passé les menottes. Vos droits s'arrêtent là où la loi commence, madame. Et vous êtes en train de la violer. Je regardais la scène depuis les toilettes de mon bureau. Mes parents, menottés, emmenés par la police sur le palier de mon propre appartement. Je n'ai ressenti aucune joie. Aucune satisfaction. Juste un vide immense, et une tristesse infinie. C'était le naufrage final. L'épave de ceux qui avaient un jour été ma famille. Ils ont été relâchés quelques heures plus tard, après que j'ai fait ma déposition, vidéo à l'appui. Avec un rappel à la loi sévère et une interdiction temporaire de m'approcher. Je savais que cette humiliation publique, cette défaite, ne les arrêterait pas. Elle ne ferait que les rendre plus désespérés. Et une bête acculée est une bête dangereuse. Après l'épisode des menottes, il y a eu une période de calme. Un silence de mort. Plus d'appels. Plus de visites. Pendant 1 semaine, j'ai stupidement commencé à espérer qu'ils avaient eu peur. Qu'ils avaient enfin compris. Quelle erreur. Ils n'avaient pas abandonné. Ils avaient juste changé de stratégie. Puisqu'ils ne pouvaient plus m'attaquer physiquement, à cause de l'avertissement de la police, ils ont décidé de m'attaquer psychologiquement. De la manière la plus perverse qui soit. Un soir, en rentrant du travail, j'ai vu une voiture banalisée garée devant mon immeuble. Pas une voiture de police. Autre chose. 2 personnes en sont sorties, un homme et une femme, en tenue de ville, avec des porte-documents. Ils ont vérifié l'adresse sur un papier et se sont dirigés vers mon entrée en même temps que moi. Mademoiselle Léonie, a demandé la femme, d'un ton professionnel mais doux. Oui, c'est moi. Bonjour, nous sommes des services sociaux de la ville de Nantes. Nous avons reçu un signalement vous concernant. Pouvons-nous vous parler quelques minutes? Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Les services sociaux? Pourquoi? Je n'ai pas d'enfant. Ma vie était parfaitement en ordre.
J'ai immédiatement compris. C'était eux. C'était leur nouvelle arme. Je les ai fait entrer, le cœur battant à tout rompre, la honte me montant au visage. Mon sanctuaire, une fois de plus, envahi. Ils se sont assis sur mon canapé, l'air un peu gêné. Écoutez, mademoiselle, a commencé l'homme, nous avons reçu un appel anonyme hier. Un appel très alarmant. Il a consulté ses notes. La personne disait que vous étiez en grande détresse psychologique. Que vous étiez totalement isolé, que vous teniez des propos incohérents et que vous pourriez être un danger pour vous-même. Point. Chaque mot était un coup de poignard. Ils essayaient de me faire passer pour folle. De me discréditer. De faire en sorte que plus personne ne me croie jamais. C'était diabolique. J'ai pris une grande inspiration. J'ai refusé de m'effondrer. Asseyez-vous, leur ai-je dit. Et laissez-moi vous raconter une histoire. Je leur ai tout raconté. L'expulsion à 18 ans. Les 10 ans de silence. Leur retour. Le harcèlement. L'incident avec mon chat. L'appel à ma patronne. Il m'écoutait, mais il restait professionnel. Ce sont des allégations graves, mademoiselle, dit la femme. Mais ce signalement est aussi très grave. La personne a mentionné que vous ne vous nourrissiez plus, que votre appartement était insalubre. Il regardait autour de mon appartement, qui était parfaitement propre et rangé. La personne qui a appelé, ai-je demandé, c'était une femme, n'est-ce pas? Avec une voix mielleuse, prétendant être très inquiète. Ils se sont regardés, surpris. Laissez-moi vous montrer quelque chose, ai-je dit. Je suis allé chercher mon ordinateur portable. Je leur ai montré la vidéo de la semaine précédente. La vidéo de mon palier. Voici mes parents, ai-je dit, en mettant sur lecture. Ceux qui sont si inquiets pour ma santé mentale. Ils ont regardé la scène. Le serrurier. Mes parents hurlant. L'arrivée de la police. Les menottes. Leurs visages ont changé. La suspicion professionnelle a laissé place au choc. Ce sont vos parents, a balbutié l'homme. Oui. Essayant de forcer ma porte pour venir s'installer de force. La police a dû les arrêter. La femme m'a regardé avec une immense gentillesse. Mademoiselle. Je suis profondément désolée. Il est évident que ce signalement est ce que nous appelons un signalement abusif. C'est une tentative de vous nuire. Ils se sont excusés pour l'intrusion. Ils m'ont assuré que le dossier serait classé sans suite, avec une note très claire sur le caractère malveillant de l'appel, et la vidéo en pièces jointes. Quand la porte s'est refermée derrière eux, je me suis effondrée sur mon canapé. J'ai pleuré pendant 1 heure. Des larmes de rage et d'épuisement. Ils avaient essayé de prendre ma carrière, mon chat, et maintenant, ma santé mentale. Et juste quand je pensais qu'ils ne pouvaient pas tomber plus bas, qu'ils n'avaient plus aucune arme, j'ai reçu une lettre recommandée. La lettre recommandée. Ce n'est jamais bon signe. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes. En tête d'un cabinet d'avocats que je ne connaissais pas. J'ai lu. Et relu. Je ne pouvais pas y croire. Ils m'attaquaient en justice. Mes propres parents me traînaient devant un tribunal. La lettre était un chef-d'œuvre de fiction. Sur plusieurs pages, un langage juridique pompeux décrivait comment leurs droits fondamentaux avaient été bafoués. Mais le pire était l'objet de la plainte. Ils m'attaquaient pour manquement à l'obligation alimentaire envers un ascendant. L'obligation alimentaire. En France, cette loi existe. Les enfants doivent aider leurs parents s'ils sont dans le besoin. Et ils demandaient quoi? Ils demandaient au juge de leur accorder un droit de résidence dans mon appartement, ainsi qu'une pension mensuelle. C'était délirant. Ils utilisaient la loi qu'ils avaient bafouée toute leur vie pour me piéger. J'ai appelé Maître Lefort, mon avocat, en panique. Je lui ai lu des passages de la lettre, ma voix tremblant de fureur. À l'autre bout du fil, il a laissé échapper un petit rire sec. Calmez-vous, Léonie. Respirez. Ils jouent leur dernière carte. Mais ils peuvent gagner, ai-je demandé, terrifié. Cette loi existe. Elle existe, oui, a-t-il dit. Mais ils ont oublié de lire les petits caractères.
L'article 207 du Code civil est très clair. L'obligation alimentaire cesse lorsque l'enfant a été gravement manqué à ses obligations par le parent. Il a fait une pause. Dites-moi, Léonie. Vous mettre à la porte le jour de vos 18 ans, vous laisser sans un sou, vous ignorer pendant 10 ans. Pensez-vous que cela compte comme un manquement grave? J'ai senti un espoir fragile renaître. Ils n'ont aucune chance? Ils tentent une procédure, bâillon, a-t-il expliqué. Leur but n'est pas de gagner. Leur but est de vous épuiser. De vous faire peur. De vous vider financièrement avec des frais d'avocat jusqu'à ce que vous cédiez et que vous leur donniez les clés. Je ne céderai pas, ai-je affirmé, la mâchoire serrée. Je sais, a-t-il répondu. Et nous allons nous battre. Les semaines qui ont précédé l'audience ont été un enfer. J'ai dû rassembler des preuves. Des témoignages. Ma tante Odette a immédiatement accepté de venir de Tours pour témoigner en ma faveur. Madame Girard, ma patronne, a rédigé une attestation sur l'honneur décrivant l'appel de ma mère, l'esclandre au bureau, et confirmant mon professionnalisme et ma stabilité mentale. J'ai fourni les rapports de police de la tentative d'effraction. La vidéo des menottes. Les photos de la note de menace concernant Félix. Le rapport des services sociaux. Chaque pièce du puzzle était une nouvelle blessure, une nouvelle humiliation que je devais revivre. Le jour de l'audience, la salle du tribunal semblait froide et impersonnelle. Ils étaient là, de l'autre côté, avec un avocat commis d'office qui avait l'air de s'ennuyer. Martine portait une tenue sobre, essayant de se donner l'air d'une pauvre victime. Didier fixait le vide. Leur avocat a débité un discours pathétique. Puis ce fut au tour de ma mère de parler. Elle s'est levée, et avec des larmes de crocodile parfaitement maîtrisées, elle a raconté au juge comment ils avaient tout sacrifié pour moi. Nous lui avons tout donné, monsieur le juge, a-t-elle sangloté. Et aujourd'hui, alors que nous avons tout perdu, elle nous ferme sa porte au nez. Quel genre de monstre fait ça? J'ai cru que j'allais vomir. Puis Maître Lefort s'est levé. Calmement, méthodiquement, il a démonté leur récit, pièce par pièce. Madame, a-t-il commencé, vous dites avoir tout sacrifié. Pouvez-vous expliquer à la cour pourquoi vous avez mis cette même fille à la porte le jour de ses 18 ans, sans un sou, la laissant dormir dans des foyers? Ma mère a balbutié. C'était pour lui apprendre la vie. Une leçon de vie, a répété Maître Lefort. Il a ensuite présenté les preuves. Le rapport de police. Il a fait lire l'attestation de Madame Girard. Il a appelé ma tante Odette à la barre. Le visage de mes parents s'est décomposé au fur et à mesure que leur château de mensonges s'effondrait. Finalement, le juge a pris la parole. Son expression était sévère. Votre demande est non seulement rejetée, a-t-il dit en les regardant droit dans les yeux, mais elle est abusive. Vous avez tenté de manipuler cette cour. Vous avez abandonné votre fille quand elle avait besoin de vous. Le tribunal vous condamne à payer les frais de justice. C'était fini. J'avais gagné. En sortant du tribunal, j'ai croisé le regard de ma mère dans le couloir. Un regard de haine pure. J'ai compris que le tribunal ne les arrêterait pas. Ils avaient perdu, et cela les rendait fous de rage. Après le procès, j'ai eu droit à un mois de paix. Une paix étrange, suspecte. Je savais que ce n'était pas fini. Ils avaient échoué sur le plan physique, sur le plan légal. Il ne leur restait qu'une seule arène, mon travail. Et cette fois, ils ont été plus malins. Plus vicieux. Un lundi matin, Madame Girard m'a de nouveau convoqué. Mais cette fois, son visage était différent. Il n'était pas agacé. Il était épuisé. Vraiment fatigué. Léonie, a-t-elle dit sans lever les yeux de son bureau. J'en ai marre. J'en ai vraiment marre. Elle m'a tendu une lettre. Ceci est arrivé aux ressources humaines ce matin. C'est une lettre anonyme. Je l'ai lue. Mon sang s'est retiré de mon visage. Ce n'était plus des accusations vagues d'instabilité. C'était précis. Détaillé. La lettre m'accusait d'utiliser ma position de responsable administratif pour détourner des petites fournitures. D'arrondir mes notes de frais. Mais le pire, le coup de grâce,
était à la fin. Elle affirmait que j'avais été vue en train de copier des listes de clients confidentiels. Elle m'accusait de fuite d'informations vers un concurrent. C'était un tissu de mensonges, mais c'était écrit de manière si convaincante, si professionnelle, que cela semait le doute. C'était une accusation qui pouvait non seulement me faire perdre mon emploi, mais aussi ruiner ma réputation à jamais. C'est faux, ai-je murmuré. Vous le savez. Bien sûr que je le sais, Léonie, s'est-elle exclamée. Mais ce n'est plus moi qui décide. La lettre a été envoyée au RH. Ils ont reçu une accusation formelle de violation de données. Elle s'est frottée les tempes. Selon le protocole, ils sont obligés de lancer une enquête interne. Une enquête. Des interrogatoires. Mes collègues. Mes emails fouillés. Ma vie privée, professionnelle, disséquée. Je vous soutiendrai, a-t-elle dit. Je témoignerai en votre faveur. Mais cette enquête va durer des mois. Ce sera un poison lent. Vos collègues vous regarderont de travers. Votre autorité sera sapée. Même si vous êtes innocenté, la suspicion restera. Elle avait raison. Ils avaient trouvé le moyen de me détruire sans même être là. Ce jour-là, en rentrant chez moi, j'ai senti quelque chose se briser. L'épuisement. La lassitude de devoir constamment me battre, me justifier. J'ai regardé mon appartement. Mon sanctuaire. Ce n'était plus une forteresse. C'était une prison. J'étais assiégée. J'ai sérieusement envisagé de tout plaquer. De démissionner. De vendre mes affaires, de prendre Félix et de déménager à l'autre bout de la France. De changer de nom. De fuir. J'ai fui une fois, à 18 ans. Peut-être que je devais fuir à nouveau. J'étais fatiguée de me battre. Et puis, alors que j'étais assise sur mon canapé, en larmes, Félix est venu se frotter contre moi. J'ai regardé mon diplôme de cours du soir, accroché au mur. Ce diplôme que j'avais obtenu en sacrifiant mon sommeil et ma jeunesse. Et la fatigue s'est transformée. En une colère froide, tranquille. Non. Je ne fuirai pas. J'ai bâti cette vie sur les cendres qu'ils avaient laissées. Je ne les laisserai pas la brûler une seconde fois. J'en avais assez de réagir. J'en avais assez de me défendre. Il était temps de contre-attaquer. Il était temps de mettre un terme à cette guerre, une bonne fois pour toutes. Selon mes propres conditions. J'ai pris mon téléphone. Je n'ai pas appelé mon avocat. Je n'ai pas appelé la police. J'ai retrouvé le numéro de ma mère dans l'historique des appels manqués. J'allais les affronter. Et j'allais les détruire. Je n'ai pas appelé. J'ai envoyé un simple SMS. Demain. 14 heures. Au café Le Molière sur la place Royale. Un lieu public. C'est la dernière fois que nous nous parlerons. Si vous n'êtes pas là, je démissionne, je vends cet appartement, et j'utiliserai chaque centime que j'ai pour vous poursuivre au criminel pour diffamation, harcèlement, et fausse accusation. Votre choix. La réponse a été quasi instantanée. OK. Le lendemain, je suis arrivée à 14 heures précises. J'ai choisi une table au fond, mais bien en vue. J'ai posé sur la table une grande enveloppe Kraft, qui contenait simplement des feuilles blanches. Un bluff. Ils sont arrivés. Ils avaient l'air usés. Maigris. La haine et le stress les avaient rongés. Didier, autrefois si imposant, semblait voûté. Martine avait des cernes que même son maquillage ne pouvait cacher. Ils se sont assis en face de moi, méfiants. Qu'est-ce que tu veux encore, a attaqué ma mère. J'ai pris une gorgée de mon café. Je les ai regardés droit dans les yeux. Je veux que ça s'arrête. Tout. Les appels. Les mensonges. Les lettres. Les visites. Les enquêtes. Tout. Martine a ricané. Et pourquoi on ferait ça? Parce que sinon, ai-je dit d'une voix posée, je vais vous détruire. Et cette fois, je ne bluffe pas. J'ai tapoté l'enveloppe. J'ai passé la matinée avec Maître Lefort. Il a préparé un dossier. J'ai menti. Ou plutôt, j'ai exagéré. Il y a la plainte pour la tentative d'effraction.
Avec la vidéo et l'enregistrement audio de vous, Martine, hurlant que c'est votre maison. Il y a la plainte pour la cruauté envers mon chat, avec la note que vous avez laissée. Il y a la plainte pour le faux signalement aux services sociaux, qui est un délit. Et il y a la plainte pour la diffamation et les fausses accusations de vol auprès de mon employeur, ce qui est une poursuite aux criminels. Je les ai laissés digérer. Mon avocat estime qu'avec tout ça, vous risquez non seulement une amende que vous ne pourrez jamais payer, mais aussi une peine de prison. Avec sursis, au début. Mais qui deviendra ferme si vous recommencez. J'ai vu la panique dans les yeux de mon père. La prison. Le mot magique. L'humiliation suprême pour un homme obsédé par les apparences. On n'a pas d'argent pour payer une amende, a balbutié Didier. C'est votre problème, pas le mien, ai-je dit froidement. Mais je suis prête à ne pas déposer cette plainte. À une seule condition. Laquelle, a sifflé Martine. J'ai sorti de mon sac un autre document. Celui-ci était réel. Maître Lefort l'avait préparé. Ceci est un accord légal. Une reconnaissance de dette morale et une ordonnance restrictive privée. Vous allez le signer. Tous les deux. Il stipule que vous vous engagez à ne plus jamais, sous aucun prétexte, me contacter. Ni par téléphone, ni par courrier, ni en personne. Vous vous engagez à ne plus jamais parler de moi à qui que ce soit, ni à mon employeur, ni à la famille. Vous vous engagez à rester à plus de 500 mètres de mon domicile et de mon lieu de travail. Vous vous engagez à disparaître de ma vie. Définitivement. Tu ne peux pas nous demander ça, s'est écriée ma mère. Nous sommes tes parents. Non, ai-je dit, et ma voix s'est brisée un instant. Vous êtes mes géniteurs. Mes parents, je ne les ai jamais vraiment connus. Des parents, ça protège. Ça aime. Ça ne détruit pas. Je me suis levée. Je vais aux toilettes. J'ai payé les cafés. Quand je reviendrai dans 5 minutes, ces documents doivent être signés. Si vous êtes encore là, ou s'ils ne le sont pas, je sors d'ici et j'appelle Maître Lefort pour qu'il dépose le dossier. Je suis partie aux toilettes. J'ai regardé mon reflet fatigué dans le miroir. J'ai respiré. Quand je suis revenue, ils étaient partis. Sur la table, l'accord était signé. Les 2 signatures tremblantes. Cette nuit-là, Maître Lefort a fait enregistrer l'accord. C'était fait. C'était fini. Je me suis assise sur mon canapé, avec Félix sur mes genoux. Et j'ai pleuré. Des larmes de libération. Le poids de 10 années de souffrance, de peur et de colère venait de se soulever de mes épaules. Bien sûr, tout n'est pas devenu parfait. Certains membres de la famille, endoctrinés, me considèrent toujours comme un monstre. J'ai bloqué leur numéro. J'ai fait le ménage. J'ai compris que le sang ne fait pas la famille. La loyauté, le respect, l'amour, voilà ce qui fait une famille. Et j'en avais une. Ma tante Odette. Madame Girard, qui m'a augmenté après que l'enquête ait été annulée. Mes amis. Félix. Je ne sais pas ce que sont devenus Didier et Martine. Et pour la première fois de ma vie, je m'en fiche. J'ai retrouvé la paix. Le week-end dernier, j'ai pris un café avec un collègue. Un homme gentil. J'ai ri à une de ses blagues. Et je n'ai pas eu envie de fuir. Je crois que j'apprends, petit à petit, à faire à nouveau confiance. Mon histoire est une histoire de survie. C'est l'histoire d'une libération d'une relation toxique, la plus toxique de toutes, car elle vient de ceux qui sont censés vous aimer le plus. Je sais que je ne suis pas la seule. Le harcèlement familial, la toxicité parentale, ce sont des sujets souvent tabous. C'est pourquoi votre voix est si importante. Si vous avez vécu une situation de conflit familial qui a changé votre vie, si vous avez dû faire des choix difficiles pour protéger votre paix, partagez votre expérience dans les commentaires. Racontez-nous comment vous vous en êtes sorti, ou quels conseils vous donneriez à quelqu'un qui traverse la même chose en ce moment. Vos mots peuvent être une lueur d'espoir pour une personne qui se sent seule et désespérée. N'oubliez pas de laisser un like sur la vidéo si mon histoire vous a touché ou vous a fait réfléchir. Votre soutien m'aide énormément. Et surtout,
Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Chaque récit est une fenêtre sur une vie, une leçon à apprendre. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez grand soin de vous. Et souvenez-vous, toujours, vous méritez d'être entouré de personnes qui vous élèvent, pas de celles qui vous tirent vers le bas.